Vous pensez connaître ces visages, Marx, Gandhi, Picasso, Simone de Beauvoir, on les voit partout, dans les livres d'histoire, les musées, les t-shirts ou les discours politiques. On tronque les textes, on oublie le contexte. Mais derrière la légende, il y a souvent une autre histoire. Marx, penseur révolutionnaire aux nombreuses contradictions, Gandhi, héros de la non-violence mais à la personnalité plus complexe qu'on ne le croit, Picasso, génie de la peinture mais homme au comportement destructeur, Sartre et Beauvoir, couple mythique aujourd'hui rattrapé par de lourdes polémiques. Elle les a pris, elle les a séduites, elle les a mis dans son lit et ensuite mis dans le lit de Sartre. Aujourd'hui, nous recevons Christine Goguet, journaliste et auteure du livre Les grands hommes et le diable, dans lequel elle nous propose de ranger dans un tiroir notre naïveté pour regarder la face sombre de ces grands hommes. Bonjour à tous, bienvenue sur VA+. Aujourd'hui, nous recevons Christine Goguet. Bonjour madame. Bonjour. Vous venez nous voir pour la sortie de votre livre Les grands hommes et le diable aux éditions du Rocher. Dans ce livre, vous explorez la part d'ombre des figures historiques, politiques, artistiques ou intellectuelles comme Marx, Picasso, Sartre, Simone de Beauvoir, Pétain, Mitterrand ou encore Che Guevara. Votre livre pose une question très actuelle. Peut-on continuer d'admirer une œuvre, une pensée ou un héritage lorsque l'on découvre la face sombre de celui qui l'a produit ? Et surtout, notre époque juge-t-elle toutes les figures historiques avec la même sévérité ? Alors pour commencer, pourquoi avoir voulu raconter ce que ces grandes figures de l'histoire cachent parfois derrière leurs légendes ? Alors tout d'abord, ce livre découle du premier livre que j'ai écrit sur le sujet des grands hommes. Donc il est en écho, il fait résonance au précédent qui s'intitulait Les grands hommes et Dieu. Donc l'idée dans le précédent livre, c'était d'explorer la face lumineuse des grands hommes et de quelle manière ils avaient été inspirés par le divin, la spiritualité au sens large. Donc il y avait une galerie de portraits comme dans celui-ci, et dont certains d'ailleurs figurent également dans celui-ci, puisque on en est un grand homme, on n'en est pas moins pour autant un homme, ou une femme d'ailleurs, avec ses failles, ses faiblesses, ses forfaitures parfois, voire son esprit de criminalité. Ça peut arriver aussi pour certains d'entre eux. Mmh. Et tout d'abord, je voudrais revenir sur quelle est l'idée du grand homme ou de la grande femme, parce que là c'est au sens large bien entendu. C'est quelqu'un qui a marqué largement, durablement l'histoire par ses prouesses, et on voudrait, et là c'est le thème du livre Les grands hommes et le diable qui sort aux éditions du Rocher là. L'idée c'était d'explorer leur face obscure, de revisiter leur vie plus intime et de découvrir quelques révélations, enfin en tous les cas de découvrir une face intime qui n'est pas du tout celle qu'on aurait espéré avoir chez des personnalités qui sont souvent un peu hypocrites, carrément tartuffes, et qui donnent des leçons de morale et qui sont plutôt Dr Jekyll et Mr Hyde dans leur vie personnelle, contrairement à ce qu'on pourrait penser. J'en veux pour exemple certains d'entre eux dont on va parler, je pense, plus en détail, comme Rousseau, qui écrit Les Mille, qui abandonne ses 5 enfants. J'en veux pour exemple Pablo Neruda également, enfin on va y revenir j'imagine. Je pense que c'était intéressant parce que cet essai qui est assez simple à lire, puisque c'est, comme vous le savez, une galerie de portraits très simples, des biographies où je revisite l'histoire et où j'essaie de placer la vérité et d'éclairer la vérité et de servir cette vérité, ce qui est le rôle d'un journaliste ou d'un historien. Absolument. Et me vient vraiment une question sur l'époque que nous traversons. Est-ce que finalement ce livre, est-ce qu'il se construit avec cette cancel culture qui est permanente, dont on voit en permanence cette volonté d'effacer l'histoire, ou bien c'est un livre finalement contre l'admiration naïve de certains personnages de l'histoire dont on aimerait sans doute effectivement tirer les gloires alors que leur passé est un petit peu plus obscur.
Oui, alors bon, moi j'ai pas pensé à tout ça, mais je pense qu'il y a forcément chez un auteur, chez un homme ou chez une femme qui écrit ou qui crée un fond d'actes manqués, d'inconscience, ça c'est clair. Je me suis rendu compte qu'après, effectivement, il y a plusieurs entrées sur le livre. Il y a une entrée historique, parce que ça, évidemment, c'est la partie, la vérité. Il n'y a qu'une vérité, hein, il n'y en a pas 15. Malgré la propagande et le récit collectif qu'on fait autour de certaines de ces personnalités, ou en tous les cas que les époques ont fait autour de ces personnalités, parce qu'il y a des idéologies d'époque au fond. Il y a des époques où voilà, on n'allait pas attaquer Sartre et Beauvoir, on n'allait pas, compte tenu de la grande gloire de Victor Hugo, et aussi l'époque du patriarcat de l'époque, se mettre à juger la vie domestique de Victor Hugo. Voilà, donc dans cet essai, il y a à la fois de la partie historique, il y a à la fois la partie philosophique, effectivement, et puis il y a aussi une partie sur la cause et la condition féminine à travers voilà, ces derniers siècles, qui est aussi intéressante. Il y a plusieurs approches qui peuvent être lues et qui interpellent. Et effectivement, après, la question, c'est toujours la même question, doit-on séparer l'œuvre de l'homme ou l'œuvre de la femme? Et ça, on pourra peut-être clore l'émission en parlant, Exactement. voilà, enfin, de mon point de vue d'auteur, en tous les cas modestement. Tout à fait. Euh, on va commencer par Karl Marx. Voilà, vous consacrez un chapitre à ce monsieur avec un titre très fort, L'ombre antisémite. Alors, ce qu'on peut ignorer chez Karl Marx, enfin bon, on connaît beaucoup de choses sur lui, son idéologie, ses travaux de réflexion qui ont bouleversé le monde, hein, ça, enfin, je n'apprends rien à personne. On peut rappeler aussi que dans toutes ces personnalités, je vais y arriver, on peut le noter dans toutes ces personnalités, il y a une enfance. Et l'enfance est très marquante, souvent quand elle est traumatique d'ailleurs, et souvent toutes ces personnalités ont eu des enfances traumatiques. Karl Marx, lui, est issu de son enfance comme d'un pays, c'est ce que disait Saint-Exupéry, on est souvent issu de son enfance comme on est d'un pays. Et lui, il est issu d'une famille juive, converti au protestantisme, dont peu se rappellent en tous les cas, petit-fils de rabbin. Son père lui-même est avocat, donc c'est des gens qui sont des intellectuels bourgeois, qui ont beaucoup travaillé sur des sujets de réflexion, et lui il va être aussi un peu issu de, voilà, de cette parentèle. Mais la chose qui est paradoxale, c'est qu'il va devenir presque un antisémite, en tous les cas ses écrits montre, parce que il y a quand même un livre qui est terrible qui s'appelle La question juive. Et là, on parle du culte profane. Il parle du culte profane du juif, de la religion du juif qui est l'argent, et il tient des propos mais totalement antisémites. Et c'est, je ne sais pas, mais sur un plan psychologique, il y a peut-être cette dimension qui le rattrape, qui est parfois, qui est le juif honteux de lui-même ou haineux de lui-même. Enfin, je l'explique comme ça, après je ne vais pas faire de la psychanalyse de café du commerce, mais je note sur des choses très très précises que Karl Marx a tenu des propos à caractère notoirement antisémite. C'est quand même quelque chose d'assez terrible. J'évoque aussi sa vie, qui, bon, et la vie qu'il a eue est quelqu'un qui n'avait très peu de moyens. Donc, il a épousé une femme qui s'appelle Jenny, qui était très dotée, qui avait beaucoup d'argent, et qui va faire plusieurs enfants, je crois 6 de mémoire. Et là, il va en plus donc s'appuyer sur elle pour des questions financières. Il va s'appuyer également sur son mécène qui est Engels, qui est son ami. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à devenir volage et il fait un enfant à la bonne qui s'appelle Hélène. Donc cet enfant, bon, jusque-là, c'est pas génial, mais bon, voilà. Et il fait adopter l'enfant par son ami mécène. Il ne s'occupera pas de l'enfant. C'est quand même, Karl Marx, c'est faites ce que je dis, pas ce que je fais. C'est quand même une façon de vivre qui est en complète contradiction avec sa façon d'exprimer la cause au profit des plus déshérités, des plus miséreux, du partage collectiviste, etc. etc. Et il y a beaucoup de personnages comme ça, d'ailleurs, qui sont surprenants parce que dans leurs contradictions, ils ont des contradictions profondes. Quand on voit Rousseau, on en parlait tout à l'heure, qui
traite de l'éducation et de l'enfance. C'est le penseur moderne de l'enfance. C'est le philosophe des Lumières. C'est quelqu'un qui... il a tous les dons. Hein. Il est un musicien extraordinaire. Enfin bon, voilà. Et puis, voilà, il vole au secours de la veuve et de l'orphelin. Mais lui, il va faire des grands orphelins, quoi. Enfin, voilà. Alors, il est né d'un père orfèvre qui va le maltraiter, ainsi que son frère. C'est-à-dire qu'en fait, il est frappé enfant. D'ailleurs, il va en développer des tocs et des tics sexuels, puisque c'est de notoriété également qu'il va aimer dans sa vie sexuelle, être frappé. Donc c'est quand même souvent issu de l'enfance, hein, tous ces réflexes, on va dire. Et Rousseau va finir par se marier, oui, grand amour avec la baronne qu'on connaît. Et là, il se marie et il va faire 5 enfants à une femme de condition modeste. Et il va prendre chacun de ces 5 enfants, des nourrissons, et il va les abandonner à l'hospice, à l'orphelinat des enfants trouvés, un par un. Donc à l'époque, on savait très bien, et lui qui était un homme très intelligent le savait également, qu'il les promettait une mort certaine. C'est-à-dire que à 70 à 90%, on n'avait aucune nouvelle des enfants qui avaient été placés dans cet hospice, l'orphelinat des enfants trouvés. Et tant et si bien que même un de ses amis lui dit « mais moi je vais l'adopter ou les adopter ». Et il refuse. Et il va dire et clamer qu'on peut être en contradiction avec ce qu'on professe. Et il va même expliquer que c'est bien mieux que de devenir un père fripon. Et il raconte tout ça d'ailleurs à Voltaire, à qui il fait face au Panthéon. Donc voilà, c'est assez troublant. Mais je pense qu'ils sont quand même issus de leur enfance. C'est-à-dire que le traumatisme vécu dans leur enfance fait qu'il y a cette problématique qu'ils vont développer après et qui arrive en contradiction totale avec leurs écrits. Ou alors, ils professent une analyse pour justement venir combler ce qu'ils ont vécu enfant. En tout cas, il y a quelque chose du registre de l'inconscient qui s'exprime. Mais c'est ce qui est vraiment intéressant dans votre livre, c'est que en fait, vous revenez vraiment à la racine de toutes ces personnes pour mieux comprendre finalement leur comportement. Et j'en reviens même sur Karl Marx. En fait, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, puisque on découvre quand même une certaine gauche aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de l'antisémitisme qui quand même ressurgit, et est-ce que finalement une partie de la gauche intellectuelle a longtemps préféré regarder Marx comme le théoricien de l'émancipation, plutôt que le Marx trouble, alors qu'on savait déjà tout ce qu'il avait fait? Alors, est-ce qu'on le savait ? C'est une vraie question. C'est vrai aussi que l'époque n'était pas aux réseaux sociaux. C'est pas à vous que je vais expliquer ça. C'est sûr. Voilà, donc l'information circulait moins vite. La question, c'est effectivement, qu'est-ce que serait-il passé aujourd'hui ? C'est aussi une époque qui en juge une autre, quelque part. Moi, je vois par exemple le grand Victor Hugo, l'immense Victor Hugo, que je traite d'ailleurs dans le précédent livre, puisque pour lui, tout était Dieu. C'était un très grand catholique, croyant, bon, avec d'ailleurs une mère voltairienne. Enfin, c'est marrant parce que les parents n'étaient pas du tout en adéquation. Et qui, aujourd'hui, avec sa façon de traiter les femmes, qu'est-ce qui se passerait ? Est-ce qu'on garderait Les Misérables ? Est-ce qu'on garderait Notre-Dame de Paris ? Est-ce qu'on garderait le discours sur la misère, extraordinaire, parce que enfin, Victor Hugo, il a quelque chose en plus de nous tous, évidemment. Qu'est-ce qui se passerait aujourd'hui ? C'est la vraie question. Vous me faites une parfaite transition, parce qu'on va parler de Pablo Picasso. Et justement, vous consacrez également un chapitre sur cet artiste. Et finalement, immense peintre, un des plus grands peintres de notre complètement, du XXe siècle. Mais en même temps, il est vrai que vous montrez l'homme qu'il était, cruel, violent, destructeur avec les femmes. Et avec sa propre famille. Et avec sa propre famille, exactement. Est-ce que finalement, on peut mettre dans le même panier un artiste qu'on admire et un homme moralement condamnable, finalement? Alors, il y a quelque chose, je suis d'accord, d'une force hypocrite totale, par exemple, chez un Rousseau, qu'il n'y a pas forcément chez un Picasso. Je suis d'accord avec vous. Après, moi, j'ai voulu porter un regard, juste un diagnostic. Je ne juge pas, je ne porte pas de jugement, chacun se fera son avis. Je pose la vérité nue.
sur les pages, et sur la page la grande page de l'histoire, parce que ces grandes figures de l'histoire sont très souvent les petites figures de leur propre histoire, et on peut le dire comme ça. C'est-à-dire que Picasso, ses œuvres extraordinaires, je veux dire, la période bleue est magique, mais il ne vient pas donner de leçons de morale comme certains d'entre eux, comme effectivement Marx qui professe son idéologie, comme Rousseau qui professe aussi son idéologie, comme presque quelque part aussi un Pablo Neruda, qui est le poète voilà, des personnes déshéritées, qui tutoie les étoiles en disant il faut défendre les plus faibles, et qui, chez lui, est un stalinien convaincu. Bon, jusque-là, il y a aussi une époque, hein, on le rappelle, mais même après l'époque, il a fallu quand même quelques temps avant qu'il reconnaisse un tout petit peu qu'il y avait un problème avec Staline. C'est quand même étonnant. C'était le cas de beaucoup dans l'histoire, je crois. Oui, c'est pour ça, c'est une époque aussi, il faut la rappeler, mais qui, Pablo Neruda, a une vie domestique et privée épouvantable. C'est-à-dire qu'il a une femme qui va mettre au monde sa fille, Maria, qui est handicapée. Donc, cette pauvre petite fille est hydrocéphale. Et quand il va voir cet enfant handicapé, il va dire c'est un petit vampire. Il va abandonner la femme et l'enfant. Et la petite va mourir à l'âge de 8 ans. Il ne se rendra même pas à l'enterrement. Ouais. C'est terrible quand on écrit des beaux poèmes sublimissimes et qu'on met en avant l'universalité et l'humanité. C'est sûr, c'est sûr. Il y a plus qu'une contradiction, je crois. C'est clair. Et ce n'est pas le tout d'ailleurs, parce que chez Neruda, il raconte aussi dans ses écrits l'abus qu'il a eu d'une femme tamoule, une pauvre jeune femme tamoule qui voilà, est rentrée dans son fantasme. Il l'abuse d'elle sexuellement, ça s'appelle un viol. Et là, il l'écrit et il dit « je n'ai aucun remords ». Aujourd'hui, je trouvais intéressant de rappeler qui étaient ces personnalités. Ouais, non, c'est sûr. Mais même avec l'époque MeToo que l'on a connue, est-ce que finalement notre regard sur Picasso... Et que l'on connaît toujours, d'ailleurs. Et que l'on connaît toujours, c'est complètement. vrai, ouais, c'est vrai. Est-ce que finalement notre regard sur Picasso change forcément du coup de ce que nous savons aujourd'hui de lui à l'aune de cette génération MeToo? Est-ce que même finalement MeToo n'est pas allé trop loin en allant trop finalement condamner des hommes qui peut-être ne l'étaient pas complètement, en tout cas en ne connaissant pas cette part d'ombre que l'on connaît de personnes du passé qui, en l'occurrence, où il y avait matière. En fait, c'est un paradoxe parce que si on s'attaque à la face cachée de l'homme, parce que ça c'est le mouvement MeToo, alors allons jusqu'au bout. Et alors à ce moment-là, il va y avoir un paquet d'icônes qui vont être déboulonnées, puisque un homme ou une femme n'en reste pas moins un homme ou une femme avec ses faiblesses, ses forces aussi. Enfin, voilà, on a forcément dans chacun, dans la nature humaine, il y a des défauts. Voilà. Après, la question, moi je crois, il faut garder une nuance critique dans tout ça. Il faut garder une distance et une nuance, parce que l'intelligence, c'est la nuance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre tout le monde, dire, voilà, je déboulonne telle statue, je voue Picasso et Victor Hugo aux gémonies parce qu'ils ont fait ci, ils ont fait ça. Là, je parle de l'histoire, hein, parce que là, je ne parle pas de gens plus contemporains dont on a quand même une présomption d'innocence. Donc, je pense que ça aussi, il faut la respecter, évidemment. Mais je pense qu'effectivement, si cette personnalité-là était là aujourd'hui, elles auraient des problèmes pour faire éclore leur génie. Donc, il y a un moment donné, moi je crois, en tous les cas, quand l'œuvre finit par rencontrer son public, l'œuvre doit dépasser l'homme. Et on peut, à ce moment-là, parler de séparation. Ça, c'est mon point de vue d'auteur. Et vous me parlez d'une réflexion, je ne sais pas si elle est la bonne, mais en tous les cas, c'est mon point de vue. Parce que sinon, on se prive de tous les génies possibles et imaginables, et ce serait fort dommageable. Non, tout à fait. Et même d'ailleurs sur le chapitre sur Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, c'est sans doute l'un des plus dérangeants, parce qu'on se retrouve dans une situation où on tente d'expliquer que ce couple reste aujourd'hui une référence intellectuelle,
alors que certains épisodes de leur vie sont quand même très difficiles à regarder en face. Alors là aussi, c'est vraiment Dr Jekyll et Mr Hyde, c'est le couple infernal, parce qu'il n'y a pas de Sartre sans Beauvoir, et il n'y a pas de Beauvoir sans Sartre. Mais ce qui est très dérangeant, enfin, c'est le cas de le dire, parce que moi-même, jeune femme, j'ai lu les mémoires d'une jeune fille rangée, et donc, évidemment, c'est pour l'ensemble d'une génération, voire de plusieurs générations, le deuxième sexe, enfin, c'est l'icône et la pionnière du féminisme français. Donc, on s'attend à ce que, évidemment, elle mette en adéquation sa vie avec ses principes. Or, ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que dans sa vie privée, Beauvoir, c'est une rabatteuse. Elle va chercher de la chair fraîche, des jeunes femmes qu'elle prend dans ses cours, qu'elle va mettre dans le lit de Sartre. Et ces pauvres jeunes filles qui sont quand même encore en fleurs et qui ne sont pas voilà, armées pour comprendre vraiment les choses, c'est comme un abus de pouvoir, hein, quelque part. D'ailleurs, elle va être radiée de l'éducation nationale pour incitation à la débauche dans les années 40. Hein, donc c'est quand même, ça dit quelque chose hein, de Beauvoir. Voilà. Et elle tant et si bien que d'ailleurs, il y a une des nombreuses et multiples conquêtes qu'elle a mis dans le lit de Jean-Paul Sartre, qui va écrire un livre qui s'appellera c'est Mémoire d'une jeune fille dérangée, parce que elle, ça l'a traumatisée à vie, ce genre d'attitude et de comportement. Je ne parle pas encore, enfin j'en parle un petit peu, mais de sa façon de voir la guerre, puisqu'elle a été également à Radio Vichy. Simone de Beauvoir. Elle était pendant la guerre, en pleine collaboration avec Sartre qui faisait donner ses pièces, Les Mouches, devant tout le public de la collaboration. Donc c'est vraiment, faites ce que je dis. Ne faites pas ce que... Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Voilà, ne faites pas ce que je fais. Voilà. Non, complètement. Et d'ailleurs, c'est une très bonne transition parce que j'allais aussi vous interroger sur Pétain et sur Mitterrand. Parce que c'est vrai que alors c'est sans doute une génération que nous plus jeunes on n'a pas connue, qu'on finalement connaît qu'au travers des récits d'histoire, de cours d'histoire et de... Mais finalement ce personnage... Je pense que l'intérêt c'est d'avoir de courtes synthèses aussi dans ces biographies très courtes à lire, parce que chacun va chercher un petit peu ce qui va l'intéresser dans telle ou telle personnalité. Et je trouve que c'était important parce que le double visage de Pétain, il est évidemment patent, tout comme celui de François Mitterrand qui pourrait être l'élève de Pétain. D'ailleurs, il a servi la personne de Philippe Pétain, et bon, c'est un secret pour personne, il a reçu la francisque, mais pour de jeunes publics, c'est intéressant de le rappeler tout de même. Exactement. Voilà, et il est devenu, je parle de François Mitterrand, hein, résistant en 43, c'était bien tard, et donc c'est vraiment ce double visage. Mitterrand aussi était quand même quelqu'un de très... issu d'une famille très catholique, très bourgeoise. C'est pas un homme qu'on pourrait dire de gauche au départ. En tous les cas, c'est pas comme ça qu'il l'était au début. Il a complètement changé de face, on va dire, par opportunisme. C'est le prince de l'ambiguïté. Et je pense qu'il n'y a pas de hasard. Pourquoi il admirait tant la personne de Pétain? C'est qu'il y a certainement une relation d'homme aussi qui s'est installée, qui n'était pas du tout le cas avec De Gaulle, qui n'appréciait pas du tout. Tout à fait. Mitterrand. Hein. Et comment vous expliquez cette ambiguïté? Parce que vraiment, je me suis noté qu'à la fois, il y a eu la francisque et la résistance pour Mitterrand. Il y a eu l'homme de gauche, mais finalement avec un passé peut-être à droite. Ah oui, son père et sa mère étaient très pieux. Bien sûr. Son père était brancardier à Lourdes. La mère priait beaucoup. Il a un rapport à la mort et à la spiritualité qui est très particulier. Tout à fait, avec Mitterrand. cette fameuse phrase des forces de l'esprit. Oui, je crois aux forces de l'esprit. Je ne vous quitterai pas quand il va mourir. Exactement. Voilà. Et il dit aussi, et vous le verrez dans le livre, croyez-vous que mon âme s'en tirera? Donc il devait déjà beaucoup s'interroger sur ses actions. Il avait conscience quand même de tout ça. Comment un homme aussi intelligent et érudit, car il était intelligent et érudit, et qui imposait d'ailleurs par sa stature de grand intellectuel, Mitterrand ne peut pas lui dénier ça, ne pouvait pas s'interroger sur sa conscience. Surtout cette conscience d'une personnalité qui était quand même toute sa vie, qui a cherché l'au-delà.
Il a cherché les forces invisibles. Mais moi, je retraduis ça aussi par son enfance, c'est-à-dire qu'il perd sa mère quand il a 12 ans, d'une très grave maladie. Donc il est orphelin, lui aussi. Et donc il veut être roi ou pape, sinon rien. Et il va finir par devenir roi, finalement. Bon, pape, Pas vraiment. pas C'est pas la vraiment. même direction. Et il est parti également dans la même, mais totalement de même direction que Pétain, puisque là, vous allez avoir des petites révélations un peu croustillantes sur Pétain. Mitterrand adorait les femmes. Il avait des femmes partout. Il avait sa double, voire triple vie. Et il y avait des femmes qui sortaient dans tous les coins. C'est un peu comme voilà, Picasso. C'est des personnalités un peu dominantes, même carrément dominantes, et qui ont des appétits sexuels très importants. Et Pétain, Pétain, il y a peu de gens qui le savent, il avait une double vie, lui aussi, avec Mélia. Nini, donc la maréchale, a fini par se faire épouser sur le tard, mais carrément en lui mettant un revolver sur la tempe, parce qu'il ne voulait pas se marier. Et il avait des femmes tout autour du ventre, et lorsqu'il décède, donc la fameuse Nini, Annie, va récupérer une malle complète de toutes les lettres du maréchal et va les brûler. Comme ça, on est Des lettres sûr. d'amour Ouais. de ses multiples conquêtes. Non, c'est ce qui est vraiment étonnant, c'est que on ne perçoit pas toujours cette face cachée des hommes, parce que finalement, on ne l'apprend pas. On ne l'apprend pas, et il y a peu de récits aussi qui en parlent C'est la avec... propagande aussi, hein, la propagande d'une époque qui fait que voilà, on va pas chercher plus loin. C'est la mythologie autour de l'homme ou de la femme d'ailleurs. Bon, c'est ce qu'on disait. Par exemple, on parle de Chanel, on parle de Pétain. Bon, Pétain, il a eu aussi une enfance très tragique. Il perd sa mère, il a 2 ans. Enfin voilà, son père va l'éduquer de très loin avec sa belle-mère. Donc il est malheureux. Donc il a un désir de revanche et il épouse l'armée pour justement essayer de se sortir de tout ça et accéder à une espèce de revanche sociale. Et moi, je pense que la deuxième partie de sa vie, il a commencé à avoir une forme de pouvoir à plusieurs dans la première partie de sa vie, puisqu'il était celui qui épargnait le sang de ses troupes, il était le vainqueur dans l'esprit et le cœur des Français. Et puis dans la deuxième partie de sa vie, il veut le pouvoir pour lui tout seul à tout prix. Donc là aussi, ça dénote aussi de sa psyché il est très buté, très sournois et très secret, Pétain, hein, et alors très égocentré. C'est un type qui a un ego énorme. C'est intéressant, c'est un petit peu comme Mitterrand au fond. Bon, sur... il n'y a pas eu les lois, il n'y a pas eu les lois Non, c'est ça. du côté de Mitterrand, les lois alourdies de sa propre main, ce qu'a fait Pétain, il ne faut jamais l'oublier, les lois antisémites qu'il a alourdies de sa propre main. Mais Mitterrand a quand même couvert Bousquet jusqu'à la fin. Il faut quand même se rappeler de tout ça. C'est quand même un des sujets sur la carrière de Mitterrand, un des nombreux sujets, j'ai envie de dire. C'est sûr, je crois Mais qu'il y en voilà. a beaucoup. Et tant et si bien qu'Elie Wiesel a coupé court à leur relation en disant avant il y avait interrogation, maintenant il n'y a plus d'ambiguïté. Et il y a une autre personne sur laquelle je voulais vous interroger, c'est Che Guevara. Parce que Che Guevara, il a quand même réussi le paradoxe de devenir une icône mondiale, mais en même temps, vous parlez de lui tel un bourreau. Alors, non, c'était son surnom, le petit bourreau, Tout à c'est fait, son surnom. exactement. Donc je n'invente rien. Comment En ce mythe est Comment né ce de mythe, Che Guevara? comment ce mythe, d'abord, c'est Fidel Castro, hein, qui le fait monter en épingle. C'est ce médecin qui d'ailleurs n'a jamais exercé, ce jeune homme totalement dans l'utopie, qui a envie de partir. Je pense qu'au départ, ça part d'un bon sentiment, hein. De toute façon, c'est un peu ça l'utopie de cette icône progressiste, hein, comme peut-être souvent d'ailleurs, on peut dire, ça part d'un bon sentiment. Et à la sortie, pour arriver à tenir cette révolution qu'il a voulu. Il est issu d'une famille aussi très bourgeoise, un peu fantasque. Donc lui-même, il décide de partir sur sa mobilette. Enfin bon, on connaît l'histoire
Voilà. Et là, Castro, quand il le rencontre, se dit, mais je vais en faire une icône, je vais en faire une légende, ça va m'aider dans tout ce que je vais faire, parce que c'est la propagande qui va ensuite prendre le pas. Et puis toute cette jeunesse qui voit ce pauvre héros mort dans ce cercueil avec des photos partout, ça c'est la propagande nationale, c'est l'image qu'on veut bien en donner, effectivement. C'est une communication réussie, on peut dire, hein, Tout de à la fait, part de d'une Castro. certaine Hein. manière. Tout Mais à fait. quand on cherche, on trouve. Quand on explore, on va voir cette face cachée. Et pour chacun d'entre nous, parce que c'est vrai que voilà, Che Guevara, au départ, on a cette belle image, etc. Et là, quand on cherche, on se rend compte que dans sa vie, une fois qu'il accède au pouvoir, c'est terrible. Il est président du tribunal révolutionnaire et il fusille, et il fait fusiller à tour de bras. Il tue lui-même ses anciens coreligionnaires parce qu'ils ont ou trahi ou que ça ne lui plaisait pas, à bout portant, avec un revolver pour un ancien, quelqu'un qui voulait être médecin. C'est quand même terrible. Et il n'en a aucun remords. Et il le dit, nous fusillerons, et il n'y a aucun problème. Je n'ai pas à me poser des questions de culpabilité bourgeoise. C'est ce qui est vraiment paradoxal, c'est que euh, Ah, c'est un immense paradoxe. comment finalement, dans l'histoire du monde, on a pu associer cet homme, donc, qui est, comme vous l'expliquez, un lien avec la violence révolutionnaire, comment finalement il a pu devenir un symbole presque romantique, presque proche de la justice et de la liberté tel qu'on le présente aujourd'hui. Moi, je pense que c'est une communication réussie, tout simplement. Après, il avait pour lui beaucoup d'atouts. Il part comme ça sur son destrier, avec son beau visage. Il a plein d'atouts pour lui. Et donc, on a envie de le suivre. Hein. Donc, voilà. Donc, on ne va pas se pencher vers les zones un petit peu plus obscures et très obscures qui ont jalonné ensuite son parcours. Non, mais c'est ce qui est vraiment... parce que même finalement, entre les crimes, la brutalité commise au nom de la Révolution, est-ce que finalement, ce n'est pas jugé avec indulgence tous ces actes-là? Est-ce que finalement... alors, parce qu'aujourd'hui, on voit même finalement se promener des gens qui ont encore ce portrait. Et d'ailleurs, Parce qu'ils ne savent paradoxe, pas. sans doute qu'effectivement, ils ne savent Ils savent pas. pas l'ignorance, malheureusement, il y a beaucoup d'ignorance. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est important de rappeler qui sont ces personnalités, parce qu'il faut que la vérité voit le jour. Pour moi, c'est le travail du journaliste comme celui de l'historien. Et ça n'empêche pas, effectivement, au départ, d'essayer de partir. C'est quelqu'un, il faut faire la part des choses. Il est parti avec une noble idée et il est arrivé avec un terrible constat. Bon, on le voit aussi sous le régime de Castro qui était terrifiant. Complètement. Complètement. Et finalement, au travers de votre livre, je trouve qu'une question revient très souvent. Euh, Est-ce qu'au fond, plus on cherche, plus on découvre que toutes les grandes figures historiques, est-ce que finalement, elles ont toutes une part d'ombre? Même les bonnes. C'est une vraie question. C'est une vraie question. Est-ce que chacun d'entre nous est vraiment divisé ou est-ce qu'il y a des gens qui sont complètement d'un seul tenant? Ça, je ne peux pas y répondre fondamentalement. En tous les cas, il y a beaucoup de personnes qui ont une face cachée, plus ou moins sombre, puisque là, il y a plusieurs nuances. Entre le blanc et le noir, il peut y avoir du gris. Mais ce que je disais tout à l'heure, il y a une part humaine, donc forcément, la part humaine, elle est forcément faillible, je crois, en tous les cas. Et au sein de cette part humaine, est-ce que la spiritualité et sans doute plus spécifiquement la foi peut éclairer ou peut justement euh, passer du noir très sombre à un blanc bien plus clair dans sa vie? Ben, je l'espère en tous les cas. Moi, je suis un auteur chrétien aussi, alors je pense que quelque part, c'est aussi un acte manqué aussi, ça relève de l'inconscient de dénoncer le mal après avoir mis en avant le bien et la relation
au christianisme, notamment dans le précédent ouvrage, puisque c'est largement le précédent, Les grands hommes et Dieu, est en fait le fruit d'une réflexion sur le christianisme, et c'est une pensée occidentale, hein, totalement. Même d'ailleurs quand je parlais de Mohamed Ali, qui avait épousé un islam compassionnel, parce qu'il était chrétien et d'épouser l'islam. Donc on voit bien comment ça a évidemment joué sur lui. Et moi, je pense qu'on peut passer de l'un à l'autre, pourquoi pas? Puisque on peut être passé de Dieu au diable, pourquoi ne pas repasser du diable à Dieu? Pourquoi pas? Enfin, en tous les cas, je pense que tout est possible dans une vie d'homme et de femme. Et au travers de tous vos travaux, de C'est réflexion, beaucoup de recherche, oui, c'est vrai, c'est d'écriture, de beaucoup de recherche, recherche. euh, est-ce qu'aujourd'hui, il existe une personnalité qui serait clean de A à Z, une personnalité dont on pourrait se dire, celle-ci, on peut l'admirer sans réserve complètement? Ah, ça c'est compliqué, hein, parce que évidemment, on pourrait faire une pléiade des grands hommes et le diable. On pourrait faire une pléiade. Je pense qu'on va en faire 10 tomes pour continuer. Bon, j'ai pris des personnalités évidemment disparues, comme ça on peut juger de leur œuvre jusqu'à la fin, c'est préférable. Voilà. Mais bah, clean, complètement clean, peut-être Jésus. Et alors, bon, Frédéric Taddy m'opposait qu'il était trop exigeant, qu'il était... alors je lui dis, est-ce que c'est... Enfin voilà, le fait d'être dirigiste, de donner des directions de manière un peu forte, est-ce que c'est une faille? Voilà, enfin, c'est intéressant comme débat, hein, mais le Christ, a priori, il est homogène et en accord avec lui-même, il n'y a pas de division, a priori. Non, mais réponse très intéressante, Mais c'est effectivement, une vraie qui question pourrait en tous les nourrir cas. C'est une une vraie discussion question. pendant très longtemps. Et c'est vrai que, sans doute, on arrive bientôt à la fin de cet entretien. Euh, une autre question, je pense, qui Mais vous pour le m'amenez à coup réfléchir, hein, parce que je traverse. n'avais pas, pas réfléchi à cette question, mais bon. Oui, mais d'ailleurs, je pense que c'est vraiment la force de votre livre. C'est que on est traversé par un certain nombre de réflexions en lisant, qui fait que voilà, on s'arrête de lire et puis en fait on reste accroché. Et donc, je pense que c'est une vraie force, voilà, de vos ouvrages. Aujourd'hui, finalement, pour également les jeunes générations, euh, une autre question se pose. Est-ce qu'on peut regarder une époque historique du passé avec des lunettes de 2026? Parce que finalement, tout votre travail, c'est à la fois d'analyser euh, le passé de toutes ces personnalités, et en faisant cet effort de les connaître depuis l'enfance. Mais aujourd'hui, à l'heure où on souhaite déboulonner toutes les statues, débaptiser des noms de rues, changer des noms de classes, de collèges, de lycées pour des personnalités plus contemporaines et qui s'inscrivent autour de la cancel culture aussi. Comment finalement on regarde avec des lunettes de 2026 un passé qui parfois est très glorieux, parfois l'est pas du tout. Moi, je crois que, comme on le disait tout à l'heure, c'est vraiment une époque qui en juge une autre. Donc c'est compliqué. On ne peut pas regarder les choses aujourd'hui de l'époque d'alors. J'en veux pour preuve, voilà, il y a une époque qui a été très antisémite, on le voit avec Heidegger, avec Chopin, avec même Voltaire, avec Rousseau. Je veux dire, aujourd'hui, ce serait, et Dieu merci, impossible. Mais cette époque-là, elle était jalonnée cette pensée qui était épouvantable d'ailleurs, hein. Mais regardez Gandhi, je parle de Gandhi aussi, c'est un peu une révélation parce que Gandhi, qui figure dans mon livre, c'est la grande âme. Mais Gandhi, il a un rapport, par exemple, il vit 22 ans en Afrique pour défendre et arriver à ensuite défendre les populations indiennes contre le colonialisme. Mais il est raciste. Il tient des propos, mais totalement épouvantables auprès des populations noires. Il dit que les Noirs sont des êtres grossiers et paresseux. Ça, c'est des choses qu'aujourd'hui, ce serait impossible. Et là encore, Dieu merci. Et donc, je pense qu'on ne peut pas juger ces époques-là avec le regard d'aujourd'hui.
C'est important, vous le dites, de bien remettre les choses à leur place. Et aussi, enfin, on le voit, la condition féminine aussi sous-jacente de ces périodes, où voilà, bon, l'autre, il fait un enfant, il l'abandonne, l'autre, il en a trois, je parle de Picasso, en même temps, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, ça passerait plus du tout. Donc, il faut remettre les choses dans leur époque. Et je ne parle pas d'indulgence, mais regardez justement avec les lunettes dont vous parlez, l'époque telle qu'elle était aussi, et surtout se servir de l'histoire pour ne pas reconduire les mêmes erreurs. Et je pense que l'histoire, elle sert à ça aussi, à ne pas reconduire les mêmes erreurs. Et sans doute en clôturant sur une note d'espérance, une forme d'espérance, est-ce que pour une société, et surtout la nôtre actuellement, est-ce qu'on peut avoir encore des héros qui seraient d'une pureté totale ou pas? J'aimerais bien. Est-ce qu'il faudrait voilà, une pureté ou bien un héros Ah, a de facto une part alors, d'ombre? vous savez ce que disait Thatcher, hein, je trouve que c'est très intéressant, Thatcher, bon, qui figure dans le précédent livre, pas dans Les grands hommes et le diable, elle aurait pu aussi, hein, forcément. Elle disait que l'État, enfin là on parle de dirigeants, hein, euh, l'État doit remplir son rôle, mais ce n'est pas la même chose pour un chrétien qui lui doit remplir son rôle de chrétien. C'est-à-dire que ce n'est pas à l'État, par exemple, d'aller nourrir quelqu'un qui est en train de mourir dans la rue, mais c'est aux chrétiens que nous sommes à titre personnel de tendre la main à la personne qui est dans la rue. L'État doit au contraire avoir une vision forte des choses, donc c'est pas facile non plus pour un dirigeant parce que, de mon point de vue, il faut qu'il ait quelque part cette séparation des choses, et ce n'est pas si évident que ça. Bah, en tout cas, cet entretien était passionnant et j'invite vraiment tous nos téléspectateurs de VA+, à parcourir ce bouquin. Voilà, les grands hommes et le diable. Un grand merci à vous. Merci pour votre invitation. Merci beaucoup Voilà. d'être venu sur VA+. Christine Goguet, votre livre Les grands hommes et le diable, publié aux éditions du Rocher. Merci à Merci vous. beaucoup.